Ensuite, il s'engage dans le tunnel. Puis il va tout en haut. Attention, Jack. Rien, ni personne, ne nous séparera. Jamais. Eh bah Vivien, oulala, qu'est-ce que tu regardes Vivien? Dis-nous tout. Ah oui quand même, ouais, non, c'est vrai que j'ai... Tout. Oh, le secret des Marrowbone. Qui est donc le premier long métrage de Sergio Sanchez, c'est ça? Ouais, Voilà, c'est bien Sergio ça. Sanchez. Qui donc avait scénarisé L'Orphelinat de Juan Antonio Bayona. Est-ce qu'il a travaillé avec lui sur Quelques minutes après minuit? Alors je sais pas, j'ai un doute là-dessus, mais c'est vrai que c'est quand même un collaborateur assez récurrent de Juan Antonio Bayona. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir qu'il a produit aussi du coup Bayona, le secret de Marrowbone. Enfin, Attends, tu m'as dit Quelques minutes après minuit. minuit. Ah, vas-y, règle-le à la bonne heure. C'était minuit 7 d'ailleurs, hein, ouais. Voici. Ah, bon, c'est bien. Confirme. Très bien. Ah oui, parfait. Et comme tu peux le constater, l'heure s'arrête. L'heure Le temps s'arrête. et le à temps quelques s'arrête. minutes après C'est- minuit. Ah bah bien sûr, bah oui. Et d'ailleurs, est-ce que le temps s'arrête aussi quand on regarde le secret des Marrowbone? D'une certaine façon. D'ailleurs, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a des petites choses. Hein. Même dans la façon dont le film est mené, finalement, on trouve une patte. Hein. C'est vrai qu'il y a L'aspect enfermement. enfermement et oui, et puis c'est vrai qu'il y a toujours cette part d'ombre et c'est aussi cette part qui est très dans le cinéma espagnol, c'est ça que j'aime beaucoup. On est à la lisière du fantastique, réaliste, et puis aussi ce côté innocence aussi, Ah, c'est d'une espagnol. certaine façon. On en avait déjà parlé dans notre avis à vif Ouais. numéro 5. C'est vrai. D'ailleurs, en parlant de chiffres, de nombres, Ouais. c'est notre avis à vif numéro 28. Numéro N'est-ce 28, déjà. Eh oui. Et il y a 20 avis à vif de cela. On parlait d'Anya Taylor-Joy, Absolument. Le 8e, c'est vrai, le c'était 8e, Split. Split. Eh oui. Et elle est de nouveau là. Hein, donc- Également, il y avec elle James McAvoy, ouais. James McAvoy, Ouais. qu'on retrouve aussi ici, non? Ah non. Mais donc Presque. elle est confrontée d'une certaine façon, mais elle aime bien. Hein, On peut percevoir qu'elle est assez attirée par des personnages qui ne vont pas très bien, on va dire ça comme ça. par les personnalités horaires. Ouais, un peu ça. Et puis il y a même Mia Goth, c'est ça. Ah, Elle était dans notre numéro 7. ah oui, c'est vrai que Like, c'est vrai qu'on n'avait pas d'Indiane pour la dernière fois. Donc du coup, c'est dit pourquoi pas. C'est rattrapé voilà, avec elle. De toute façon, ouais. D'ailleurs, c'est pratique de s'appeler Goth avec un. Côté son comme ça, je crois que ça se prête bien, ouais. Claire à Tim Burton, disons. Absolument, ouais. Alors, si on rentrait dans ce bâtiment en ruine, là, ouais. Ah bah, je t'en prie, fais comme chez toi. On va essayer de faire gaffe. Ouais. Et oui, donc. Bon, Vivien, fais attention, mais. Le secret des Marrowbone. Ouais. Comment faire un film. Un film d'horreur à nouveau, hein, c'est. Alors horrifique, moi je parlerais vraiment, c'est dans cette veine du cinéma espagnol, hein, de genre, hein, c'est-à-dire vraiment cette veine de thriller, à la fois psychologique, à la lisière du fantastique, Et huis clos aussi. et huis clos, c'est vrai. Oui, même ouais. l'extérieur est un enfermement. Parce vrai. qu'on reste toujours dans le même espace, dans le même microcosme. C'est ça. Ouais, il y a vraiment des motifs récurrents, hein, c'est... Là en l'occurrence, vraiment la figure de l'enfant. Tu me contrediras pas là-dessus, Vivien. Non. Oui, parce que c'est ça, c'est quand même l'histoire au début donc, d'un groupe de frères, de sœurs et de leur mère qui arrivent, hein, c'est ça, dans une maison et en fait on comprend assez vite qu'ils fuient quelqu'un. Et qu'ils fuient qui? Évidemment, les mauvais rôles, c'est toujours pour eux. Ah oui. On en parlait dans Jusqu'à la garde. Voilà, décidément. Rebelote. Bim. Alors là c'est Le père. c'est le père. Là, c'est Alors, ça. et d'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant dans l'information. Il n'est pas, dès le départ, il n'est pas précisé que c'est lui la menace. C'est ça que j'aime bien moi aussi dans ce cinéma-là, c'est que comme je disais, il y a cette part, cette part d'innocence, ceux qui sont jeunes. Hein, il y a même un enfant, le frère, le petit frère,
qui lui a quand même toujours raccorde ça, c'est-à-dire cette part de l'enfance qui est soumise à une forme de violence qui serait celle de l'âge adulte aussi. Je trouve que c'est vraiment ça qui imprègne le film, ça en devient presque tragique de les voir devoir s'assumer aussi, parce que finalement ça on l'apprend assez tôt dans le film, mais la mère va avoir des complications de santé, on va dire ça comme ça. C'est clair. Héraclite à mon tour, tu vois. Non mais voilà. Et du coup ils vont devoir s'assumer, c'est-à-dire cette fratrie, comment ils peuvent subvenir à leurs besoins, oui, seuls. Et c'est ça aussi, Par exemple, se répartir les tâches ménagères. C'est exactement, oui. Ouais, un peu nettoyer le carrelage, hein, parce que là, ouais, pas très propre tout ça. Dans cette maison, hein, décrépit, on va dire, et c'est... Oui, décrépit, oui, non, je suis un peu... tout de suite. Mais une maison qui a un certain cachet, mais une très belle vue. Aussi, c'est vrai, je dois bien avouer. Tiens, parlons-en de l'esthétique de ce film. Ouais. Vertigineuse. Vertigineuse, absolument. Alors déjà, le manoir comme ça, parce que c'est un film d'ambiance, une esthétique Absolument. qui pose une ambiance certes très lourde. Fantastique du coup. Hein. D'ailleurs, je me permets, mais ce carrelage de carreaux rouges et blancs, ça me rappelle tout à fait le type d'échiquier qu'il y a dans Alice au Pays des Merveilles. Absolument, tiens, encore une référence. Et encore une fois, il y a aussi cette influence-là, ne serait-ce que les miroirs. Les miroirs, c'est très belle idée. Ouais. Ouais. D'ailleurs, des miroirs avec des draps. Oui, quand même. Je veux dire, les fantômes, c'est eux. C'est déjà, voilà, les miroirs en l'état, c'est déjà des spectres en soi, quoi. Mais c'est vraiment le fait qu'ils cachent tous les miroirs, tous les reflets, tous D'un les... drap. Et d'ailleurs, ce qui est très fort, c'est que le spectateur ne sait pas de quoi ils ont peur. Non. Et ça lui fait davantage peur de ne pas savoir de quoi avoir peur. Et c'est ça que je trouve que le film réussit très bien, c'est ce retardement de l'information, du twist, voilà, toujours différer. Un étirement tel, parce qu'il y a quand même pas mal de moments où tu vois le quotidien de cette famille, où ça va plutôt bien, mais de temps à autre, tu as une espèce de sensation de menace, un peu comme Jane Doe. Oui, voilà, c'est l'idée d'une sorte de fleuve tranquille au départ. Et c'est ça qui fait d'autant plus peur aussi, parce que tu te dis, mais attends, je suis censé avoir peur, il est censé se passer des choses pas très nettes. Voilà. Pourquoi la majeure partie de ce que je suis en train de voir est doucereuse, joviale, guillerette. Ils sont dans un monde un peu qui a rapport au conte, là, encore une fois. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez amusant. Ils sont cloîtrés un peu dans leur royaume. Mais il y a cette idée d'interdit qui arrive assez vite. C'est-à-dire que partie aussi de l'univers du conte, l'univers du danger. Avec une passage secret, un peu les endroits un peu plus insolites comme ça, la maison en regorge, et même tout autour, le jardin, le rocher du crâne. Oui, d'ailleurs, il y a une fente comme ça, où d'ailleurs le personnage d'Anya Taylor-Joy, qui joue une sorcière, c'est amusant, leur demande, mais passez dans cette fente, passez, et vous verrez, les murs se rétracteront sur vous, mais... Non. Justement, c'est en train de se resserrer, viens vite. Ah oui. Ça va. Tout va bien, on y a échappé. Et voilà, et donc tout l'enjeu. Et elle parle d'enfermement, ce qui sera justement le thème principal du film. Et elle parle aussi donc du coup de passage, de franchir quelque chose, avec une sorte de rituel aussi qui se met en place, c'est-à-dire que ça leur mère qui, dès qu'ils arrivent dans la maison, leur dit si vous franchissez cette ligne, elle trace une ligne au sol, si vous franchissez, c'est vous acceptez de tirer un trait sur le passé. Et c'est ce passé-là justement qui... C'est ça, littéralement, au sol. Et le personnage principal, on va dire le frère aîné, est confronté à ce passé. C'est toute une histoire de franchissement de ligne. Absolument. De passage de miroir. Ah oui, complètement. C'est vraiment le deuil. Et oui, on a un exemple. En traversant cette ligne-là, on accepte, oui. Alors en fait, traçons la ligne. Eh oui, traçons la ligne. Tu m'en voudras pas si je te décapite. Hein. Ouais, non, j'ai l'habitude. Ouais. Ah oui, non, mais là, c'est peut-être un peu haut. Alors, on va plus pouvoir passer. Là, je crois qu'on va tomber peut-être la première. Voilà. Attention à la marche. Bien, on va essayer de faire attention. Attends. Ah, sache qu'en traversant cette ligne, plus rien ne sera pareil. Ouais. Tout ce qu'on aura dit ici sera derrière nous. Là, on entre dans la partie des initiés. Les initiés, j'y vais. Ah, allez, go. Bah oui, c'est toi qui vas te casser la figure en premier. Voilà, je crois que c'était voulu, n'est-ce pas hein. Et encore, là, je pourrais te pousser. Ah oui, bah dis donc, ça m'étonnerait pas de toi d'ailleurs. Bon. D'ailleurs, c'est
Et oh, Oh, non, je sais. Non, confiance règne. D'ailleurs, c'est vrai que c'est très bien fait dans la mise en scène, où même les personnages eux-mêmes jouent, se mettent eux-mêmes en scène, tu sais, quand ils traversent. Oui, c'est ça, La exactement. Ils ont tous une manière de le faire, hein. C'est intéressant. Hein. Et d'ailleurs, ça les caractérise chacun d'entre eux, parce que chacun des enfants le fait plus ou moins différemment. Avec une rapidité différente, Voilà, une intention différente. Voilà, Ouais. Et donc à partir de là, finalement, le pacte est scellé. Un partir pacte... de là, l'horizon se dévoile. L'horizon, absolument. Eh oui. Et à partir de là aussi, pour moi, le bas blesse un peu. C'est-à-dire que dès qu'on comprend ce qui est en jeu, ce que finalement le personnage principal a quelque part un peu refoulé à sa façon, là je trouve que d'un coup le film presque est dans une forme d'escalade, de rebondissement jusqu'à son terme. Là je trouve qu'à un moment donné il y avait une accumulation un peu artificielle et qui rendait presque un peu illisible ce que voulait raconter le film en fait. Et moi je me suis dit pourquoi il n'aurait pas opté pour une façon plus fluide, plus claire aussi de présenter ça. Moi, j'aurais tendance à te répondre, on est dans le point de vue du personnage qui découvre l'histoire. Finalement, en étant très prévisible dans sa première partie, c'est comme s'il n'assumait pas d'avoir été si évident et si clair pour le spectateur, et d'un coup, dans son dernier en fait, acte, quelque part, il essaie de tout rebrouiller je dirais pour que- essayer je dirais de... que oui et non, Alors parce que bon, quelque part, le fait que le père soit en vie et enfermé derrière ce mur n'est pas présenté comme un twist. Alors effectivement, je comprends que cette scène, ce twist qui arrive au milieu du film, il n'est pas fondamental. Et c'est vrai qu'il est amené d'ailleurs avec une façon qui renseigne beaucoup sur ce que vit le personnage principal du film. Voilà, il le dit juste en passant. Et c'est un peu cette diction-là qui me fait dire que non, le film ne considère pas que c'est un twist. Disons-le, On a franchi la ligne, hein. Maintenant, la vérité doit éclater. C'est que derrière le miroir, de l'autre côté du miroir. Merci. Voilà, il fallait dire. Finalement, il y a quoi? Il n'y a pas de fantôme, il y a toujours ce père en fait qu'ils ont réussi à enfermer dans le grenier, À murer. En muret vivant, c'est ça. Ce mur aussi qui avec les infiltrations, tout Et ça. même le plafond, tu sais, où on voit la pourriture. C'est exactement. À la Moser, quoi, la pourriture. C'est ça, la maison est un personnage et elle est d'autant plus un personnage que finalement la maison c'est quoi? C'est le père, c'est devenu ça. Ah d'accord, dans Moser, la maison c'était la mère, ici c'est le père. C'est quelque part. Bon, Ensuite il va y avoir les maisonnettes, tu sais, leurs enfants, et tout l'arbre généalogique. Cette maison c'est non seulement le père, c'est pas forcément celle-là, mais aussi la cave dans le grenier, le tombeau. D'ailleurs, cette métaphore est même utilisée à un moment donné dans le film. Que cette maison est devenue un tombeau. Et c'est tout à fait ça, quand à un moment il se... Regarde-moi tous ces cadavres. Des pots de fleurs, des cailloux... Eh bien, tu as un peu cette esthétique délabrée dans le grenier, qui offre d'ailleurs un contraste très intéressant avec le reste de la maison, qui est toute jolie, à part les miroirs qui sont... Voilà. On sent quand même qu'il y a anguille sous roche là Voilà. aussi. Mais quelque part, ça reste assez réaliste, quoi, assez probable. Et ce qui est très fort, c'est qu'à un moment, dans la révélation finale de tous les twists, à ce moment-là, quand on apprend ça, on se demande, mais attends, le fait qu'ils aient entendu des bruits et qu'ils croyaient que le père était toujours en vie, est-ce que ça faisait aussi partie des mensonges qui vont être remis en question par le twist? Non, mais ça par contre non, ça c'était bel et bien vrai, ça a été vrai tout le temps, ce n'était pas non plus une autre réinvention du héros. Et c'est vrai, ce qui est assez vertigineux d'une certaine façon dans cette représentation-là, que j'ai beau critiquer un petit peu, mais c'est le fait que, il peut pas se confronter physiquement à son père, il n'accepte pas, et du coup, à chaque fois qu'on va voir les deux frères et la sœur seuls, face donc à la figure du père, finalement, c'est sa seule façon d'interagir avec lui. Et d'ailleurs, moi je me demande même, au bout du compte, c'est-à-dire, est-ce que finalement le père ne voit que lui lorsque lui se représente être ses frères ou sa sœur, et c'est là que je trouve que c'est intéressant finalement, parce que chaque fois on s'imagine. Est-ce qu'il le voit lui
où est-ce que lui aussi voit, c'est un peu comme Anya Taylor-Joy, tu sais, à un moment lors de la révélation, cette scène où elle le retrouve sous la tente, et où elle entend carrément les voix de la sœur et du frère qui sont censés ne pas exister. C'est là que tu te dis, est-ce que le fantastique finalement, il n'y a pas à un moment donné aussi est-ce que tout ça est très hyper réaliste aussi, et c'est là... Voilà, c'est vrai que qui est très beau, quoi. Ils sont bel et bien là, mine de rien. Bien là à travers lui, mais oui. C'est Comme vrai, si cette psychose aussi, c'est ça. C'était contagieux. Voilà, c'est ça, et on pourrait même croire que le père, tu sais, à un moment qui saisit la main de ce qu'on croit être sa sœur. On peut même se dire, mais non, lui, il pense également que c'est la sœur. C'est vrai, Qui en plus rajoute avec l'effet qu'il a apparemment violenté sa fille. Donc, Mais, et puis alors peut-être pour finir, moi c'est vrai que ce plan final quand même, parlons-en, parce que je crois qu'il résume quand même assez bien la situation. De ce cadre, voilà, cette photo Parce que le miroir... Et oui, encore une fois, on en revient, le reflet, non, mais il est là. Et c'est ça, et c'est là où je trouve que l'idée est géniale. C'est la raison. Pourquoi est-ce qu'il cache les miroirs? Et c'est pour ça aussi que le plan final est si beau, c'est que enfin il accepte de voir son propre reflet et d'être aussi, alors d'être tout autant encore ses frères et sa sœur. Oui, parce que c'est sur un cadre photo. Ils se font avec pris eux. par Anya Taylor-Joy d'ailleurs. Absolument, donc tout le monde encore une fois est réuni et ça finalement ils ne font qu'un dans ce reflet-là final. Et il accepte ça, ce reflet-là, c'est la première fois d'ailleurs on le verra se regarder dans un miroir. Hein, c'est vraiment en souriant. En souriant, voilà. Il y a une acceptation de sa condition et c'est ça qui est assez tragique et beau à la fois. Hein. Ouais, mais ce film est une histoire de deuil, de passage. De passage et de retrouvailles d'ailleurs. Si on se réunissait dans notre point de départ, n'est-ce pas? Mais ce n'est que pour mieux se retrouver. C'est ça. Et nous revoici rassemblés comme eux à la fin. Oui. Ça faisait un moment justement que le cinéma espagnol n'était pas revenu avec vraiment cette dimension-là, je trouve, très psychologique, très tragique aussi. Bon, bah écoute, une magnifique musique. Cinéma espagnol qui est encore en bonne santé, hein, décidément. Et on parlait de Guillermo del Toro il n'y a pas longtemps. Mais et oui, le compositeur, ouais, voilà, tout à fait. De Crimson Peak. Oui, entre autres, hein, ouais, mais c'est vrai que voilà, il a fait de très belles musiques et. Fernando Velasquez. Un film d'une enfance éternelle. Oui, voilà. Ou quelque part. Un temps perdu et en même temps toujours là. Un temps enfermé derrière sa cage. C'est ça. Qui s'est pourtant arrêté. À minuit 7.